et j'insiste parce que, à mon avis, hein, je peux me tromper après, on me le dira si je me suis trompé, j'ai l'impression que c'est une ruse parce que lorsqu'on lève les sanctions, on dit bien une bonne partie des sanctions a été levée, ça c'est bien. Je crois qu'ils ont même énuméré les sanctions qui ont été levées. Mais quand je lis le communiqué, en fait, la déclaration de la CEDEAO, je n'ai vu nulle part où ils ont écrit abandon de l'intervention militaire. Alors que, évidemment, cette option faisait partie, bien sûr, de ce paquet de sanctions. Pourquoi n'ont-ils pas précisé qu'ils ont abandonné l'intervention militaire? Voilà pourquoi je pense que finalement, derrière la levée d'une partie des sanctions, peut cacher évidemment une stratégie d'intervention militaire. Après, ils diront, mais non, ça n'avait jamais été levé. Et Effectivement, c'est le moment de passer à il y l'acte. a un agenda caché. Il y a un agenda caché qui est là derrière ces sanctions. C'est pour ça que je dis qu'on reste sur nos gardes. C'est vrai que les sanctions étaient graves, que la CEDEAO s'est rendu compte que son peuple souffrait, mais il ne faut pas oublier aussi que ces dirigeants, ce club, ce cercle de chefs d'État de la CEDEAO ne se soucient pas du tout de sa population. Donc aujourd'hui, leur objectif, c'est d'être dans une nouvelle lancée, une nouvelle stratégie pour pouvoir agresser notre pays. Donc le fait qu'il n'ait pas évoqué l'abandon de cette potentielle attaque, agression militaire contre le Niger, moi je pense que c'est logique, c'est normal qu'il ne l'évoque pas, parce qu'en réalité, elle est toujours d'actualité. Et les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui le savent très bien. Donc on reste sur nos gardes, car la levée des sanctions va leur faciliter un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes même plus pour le fait que, plus favorable au fait que le Niger surveille, renforce la surveillance de ses frontières. Très heureux de vous retrouver sur TLR TV 7, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui portera sur l'actualité du Niger. 7 mois après le renversement du régime Bazoum, quelles avancées sur le plan politique et sécuritaire? Nous allons aborder également la question sur les droits de l'homme, notamment sur les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion qui sont encore détenus malgré le changement de régime à Niamey. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Lamine Maïga, secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja Niger. Bonjour Lamine. Bonjour, Monsieur Christian. Je vous en prie Lamine, c'est plus qu'un plaisir de vous avoir encore sur le plateau de TLR TV R7. Bonjour et bienvenue aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur R7. Pensez, s'il vous plaît, à liker cette interview en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette émission. Vous nous aiderez ainsi à couvrir une plus large audience. Moi, c'est Christian Perrin pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Lamine Maïga, 7 mois après le renversement du régime Bazoum, nous savons que le Niger fait désormais partie de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel. L'armée française a été mise à la porte, comme le souhaitaient d'ailleurs les Nigériens et la société civile. Et dernièrement, la CEDEAO, sous probablement les menaces du retrait de cette organisation du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a levé pratiquement toutes les sanctions imposées au Niger. Peut-on penser que finalement, les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey ont eu raison de le faire? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur votre chaîne, la chaîne panafricaine. Donc, aujourd'hui, je dirais que le CNSP a eu raison de faire ce coup d'État quand même. Le CNSP a eu raison de faire ce coup d'État car nous remarquons la débandade de la France aujourd'hui au Niger. Donc, déjà, c'est la puissance impériale qui nous a colonisés et qui a continué avec le néocolonialisme. Donc aujourd'hui, s'il y a eu un coup d'État et qu'il y a eu la création de l'AES avec le Mali et le Burkina Faso, je pense que nous avons eu raison d'aller vers cette AES qui, pour moi, ne relève même pas d'inconvénients, sauf si nous l'exploitons très mal, bien sûr.
Alors, dernièrement, et je le disais tout à l'heure, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a indiqué, évidemment, c'était le dimanche 25 février dernier, lever les sanctions financières contre la Guinée d'abord, ainsi que les restrictions contre le Mali après avoir annoncé à la veille la levée d'une grande partie des sanctions imposées au Niger. Comment avez-vous perçu finalement cette nouvelle? C'est un peu plus tôt de poser la question sur le redémarrage économique, mais comment vous avez vécu cette nouvelle? Donc, il faut savoir que cette nouvelle, pour nous, n'a pas changé grand-chose. Parce que de toute façon, nous avons subi des sanctions pendant plus de 7 mois. Et ces sanctions étaient inhumaines, comme le peuple est en train de le dire. Et nous voyons que le peuple nigérien a beaucoup subi, mais aussi les peuples de la CEDEAO ont subi. Et aujourd'hui, nous percevons cette levée des sanctions comme une victoire à l'égard de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus membres de cette CEDEAO car nous avons acté notre retrait en tant qu'État. Mais nous nous réjouissons de voir que notre révolution a quand même porté ses fruits sur ce côté-là. Parce que la CEDEAO aujourd'hui a levé ses sanctions, mais c'est parce que cette même CEDEAO est en train de subir ses propres sanctions qu'elle a imposées au Niger. Mieux encore, aujourd'hui, ils ont levé les sanctions, mais nous résistons toujours parce que nous sommes très vigilants. Moi, je dis que le CNSP et les États du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui forment l'AES doivent être très vigilants. Les sanctions ont été levées. C'est parce que aujourd'hui les États de la CEDEAO sont en train de souffrir. Mais c'est aussi une manière de vouloir infiltrer nos États. C'est une manière de vouloir déstabiliser. Euh, je vous rappelle Et qu'au donc, Niger, Lamine, pardon, vous êtes en hein, train vous êtes en train de nous dire que finalement, la levée de ces sanctions vous met dans un sentiment partagé entre bien sûr la joie de retrouver la liberté et voilà, toutes les facultés d'abord, je économiques, rappelle que mais aussi nous avons toujours été entre, je disais, la joie et beaucoup plus la méfiance, parce que vous vous dites, est-ce que exactement, derrière la levée de ces sanctions, ce n'est pas non plus une stratégie pour chercher à infiltrer les pays comme exactement. le Mali, le Niger et le Burkina? Nous sommes très vigilants parce que nous avons subi ces sanctions pendant 7 mois. Nous n'en sommes pas morts. Notre État ne s'est pas disloqué comme l'avaient prévu certaines personnes qui étaient tombées avec l'ancien régime. Mais actuellement, ils ont levé les sanctions. Je pense que c'est pas parce qu'ils tiennent à nous, c'est pas parce qu'ils ont pitié de notre peuple. Non, on n'a pas besoin de cela. Mais nous, on est très vigilants. Car aujourd'hui, on sait très bien que les complotistes sont en train de travailler sur une nouvelle stratégie pour venir chercher à avoir raison sur notre peuple, c'est-à-dire déstabiliser le pays et dire qu'il nous avait prévenu que ça allait dégénérer. Actuellement, je vous rappelle qu'on est en train de découvrir à chaque fois des armes, des munitions. On découvre dans la dans les autres régions et même dans la capitale des complots qui étaient en train de se préparer contre le pays. Donc nous restons Alors, vigilants parce que nous nous disons que l'ouverture des frontières va permettre de faire entrer plus facilement un certain nombre d'armements, de faire venir des mercenaires si possible, et l'ouverture de l'espace aérien va aussi leur faciliter un certain nombre d'actions parce que ces États qui nous entourent aussi, qui sont les États de la CEDEAO, sont des États qui ont à leur tête des dirigeants qui sont des collaborateurs des États occidentaux, notamment la France qui cherche à nous déstabiliser. La France cherche à avoir raison aujourd'hui en avançant surtout l'influence russe, Wagner et tout ce qui va avec. Mais en réalité, la France ne cautionne pas jusqu'à aujourd'hui le fait que son valet local soit tombé, son valet local plutôt soit tombé et que le CNSP ait pris le pouvoir et surtout la création de l'AS. Donc le Niger oui, est mais dans le même impacté sens, évidemment, c'est la question que je voudrais vous sur cette poser. AES-là. Voilà, c'est la question que je voudrais vous poser, puisque vous faites état de la levée des sanctions par la CEDEAO. Vous craignez également l'infiltration de vos pays par, bien sûr, tout le monde le sait, hein,
nous avons suivi sur certains médias français où les experts militaires en plus et de renseignement ont parlé finalement de déstabilisation, qu'il fallait passer à la phase de déstabilisation et d'infiltration. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Et quelqu'un d'autre parlait même de la création des fake news. Tout ça, ça entre dans la stratégie de déstabilisation. Ma question, c'est est-ce que les pays, disons, les États du Sahel, puisque le Niger fait partie, est-ce que ces pays ont demandé ou ont exigé la garantie à la CEDEAO de lever carrément leurs mesures d'intervention militaire? Parce que jusque-là, on n'en parle plus. Est-ce qu'il y a eu une garantie comme ça pour dire finalement, ben, c'est fini, on ne parle plus de l'invasion militaire ou de l'intervention militaire, c'est suspendu ou carrément, voilà. Tout d'abord, il faut savoir que nos représentants étatiques n'ont pas pris part à cette réunion. Donc, je ne pense pas qu'ils aient consulté X ou Y par rapport à notre situation. Ils ont décidé unilatéralement de ces sanctions et ils ont aussi décidé unilatéralement de les lever parce qu'on a fait bloc, on a fait barrage. Donc, actuellement, ils n'ont pas cherché à savoir si si nous voulons qu'ils annulent cette intervention militaire potentielle, qui est une rêverie selon ma pensée. Et aujourd'hui, nous les attendons aussi parce que nous savons qu'ils n'en parlent pas. Il n'y a aucune garantie qui a été donnée par rapport à cela. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts et nous attendons toujours parce que nous savons que c'est une éventualité. Ils l'ont évoqué, ils l'ont d'ailleurs beaucoup évoqué. Ce fut des menaces très graves contre nos pays jusqu'à aller, parce que nous avons même, je dirais, déclaré la guerre avec l'AES en disant que si on touchait à un seul État de l'AES, nous et tous les États de l'AES allaient se mettre en guerre. Et d'ailleurs, même la Guinée avait apporté son soutien, ce que je salue. Donc, actuellement, il n'y a aucune garantie par rapport à l'abandon de cette agression Oui, mais militaire évidemment, de la Lamine, CEDEAO. pardon, Lamine, si je Donc, vous ai posé nos cette gars, question, si je vous ai posé cette question, et j'insiste, parce que, à mon avis, hein, je peux me tromper après, on me le dira si je me suis trompé, j'ai l'impression que c'est une ruse parce que lorsqu'on lève les sanctions, on dit bien une bonne partie des sanctions a été levée, ça c'est bien. Je crois qu'ils ont même énuméré les sanctions qui ont été levées. Mais quand je lis le communiqué, en fait, la déclaration de la CEDEAO, je n'ai vu nulle part où ils ont écrit abandon de l'intervention militaire. Alors que, évidemment, cette option faisait partie, bien sûr, de ce paquet de sanctions. Pourquoi n'ont-ils pas précisé qu'ils ont abandonné l'intervention militaire? Voilà pourquoi je pense que finalement, derrière la levée d'une partie des sanctions, peut cacher évidemment une stratégie d'intervention militaire. Après, ils diront, mais non, ça n'avait jamais été levé. Et c'est effectivement, le moment de passer à il y l'acte. a un agenda caché. Il y a un agenda caché qui est là derrière ces sanctions. C'est pour ça que je dis qu'on reste sur nos gardes. C'est vrai que les sanctions étaient graves, que la CEDEAO s'est rendu compte que son peuple souffrait, mais il ne faut pas oublier aussi que ces dirigeants, ce club, ce cercle de chefs d'État de la CEDEAO ne se soucient pas du tout de sa population. Donc aujourd'hui, leur objectif, c'est d'être dans une nouvelle lancée, une nouvelle stratégie pour pouvoir agresser notre pays. Donc le fait qu'il n'ait pas évoqué l'abandon de cette potentielle attaque, agression militaire contre le Niger, moi je pense que c'est logique, c'est normal qu'il ne l'évoque pas, parce qu'en réalité, elle est toujours d'actualité. Et les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui le savent très bien. Donc on reste sur nos gardes, car la levée des sanctions va leur faciliter un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes même plus pour le fait que, plus favorable au fait que le Niger surveille, renforce la surveillance de ses frontières. Je rappelle qu'avec le Nigeria, qui est aujourd'hui le cerveau par lequel on veut attaquer le Niger, le canal principal, nous partageons plus de 1000 kilomètres de frontières. Je rappelle qu'avec le Bénin, même si la frontière
la frontière terrestre avec le pont, elle est unique. Il faut savoir que nous avons le fleuve. Et avec le Bénin aussi, à travers le Bénin, les forces impérialistes peuvent conspirer pour pouvoir attaquer le Niger. Donc, elle est toujours d'actualité et il faut savoir que actuellement, la CEDEAO n'a donc pas abandonné. Tant qu'elle ne se prononcera pas de manière officielle, nous resterons sur nos gardes. Et d'ailleurs, même après, parce que ces États de l'AES sont en train de faire quelque chose d'incroyable, quelque chose de formidable que personne n'a imaginé arriver d'aussitôt et avancer, évoluer de manière significative d'aussitôt. Donc actuellement, nous resterons sur nos gardes jusqu'à ce que la CEDEAO l'abandonne de manière officielle. Et d'ailleurs, je rappelle que nos États qui ont été agressés, que ce soit économiquement avec la sanction contre le Niger, qui ne recevait même pas les médicaments, qui est obligé de passer par le port de Lomé pour faire acheminer les vivres. Aujourd'hui, je pense que nous devons attaquer la CEDEAO dans les institutions internationales. Bon, mais évidemment, tout le monde sait que ces institutions, en réalité, sont une nouvelle bannière, une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie de domination coloniale, hein, qu'on ne se trompe pas, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO, CEMAC, UMOA, bah, toutes ces organisations, en réalité, c'est le nouveau visage, en fait, de l'impérialisme. Alors, puisque nous parlons déjà des éventuelles opérations de déstabilisation, les autorités nigériennes ont annoncé jeudi 22 février dernier, vous l'avez déjà amorcé tout à l'heure, la découverte d'une cache d'armes attribuée à la France. On a vu les armes, hein, le modèle d'armes, visiblement française, bien entendu, à l'issue d'une perquisition menée par la gendarmerie et la police nigérienne dans deux maisons qui étaient occupées par des soldats français. Que sait-on de plus sur cette perquisition d'armes où on a retrouvé des armes de guerre françaises? Donc, il faut savoir que ces perquisitions, je ne sais pas, mais le travail des militaires, c'est aussi de chercher ce genre de problème-là. Et actuellement, ils sont en train de le faire très bien. Je les félicite pour cela. La Ligue panafricaine du Mont, j'en profite pour les féliciter pour cela. Actuellement, on découvre un grand complot qui est en train de se faire contre le Niger. Et un complot qui avait duré. Ça se voit que les mercenaires de l'ancien régime étaient prêts à tout pour attaquer le Niger, pour déstabiliser le pays. On a découvert des armes dans un quartier de Niamey dénommé Tchangare, vers l'hôpital de la référence, des armes très, très sophistiquées, des armes modernes, en qualité et en quantité suffisante pour déstabiliser assez la capitale et même le pays. Des Vous armes savez, neuves en dans cette plus. découverte d'armes, ils ont découvert une carte, ils ont découvert une carte de la capitale, Niamey, sur laquelle tous les points stratégiques de la ville étaient déjà bouclés. Donc, ils ont noté tous les points stratégiques de la capitale au cas où ils allaient attaquer cette présidence. Et d'ailleurs, encore grave, c'est qu'ils ont trouvé une phrase bizarre, je trouve, sur un tableau où c'était écrit, je cite, la paix, on peut l'éviter. Mais vous imaginez le degré grave de complot contre le Niger qui En se fait, préparait. pardon, Lamine, s'il te plaît. Le tableau était Oui, où comme ça? Dans la maison qu'occupaient les oui, dans soldats la français? maison avec les armes, avec des talkie-walkie, avec des... Et d'ailleurs, ils ont trouvé encore une autre carte une autre carte du village de l'ancien chef d'État, Bazoum Mohamed, de Tesker, son village. Et je rappelle que dans ce village-là, récemment, il avait été découvert des mines anti-chars assez sophistiquées. Et je rappelle aussi que dans la région de Difa, il a été saisi un camion, un véhicule qui était rempli de charges explosives. Tout cela pour relever le fait que actuellement, il y a un complot qui est en train de se faire contre notre pays. Je rappelle encore un autre cas plus grave. Les locaux de ECAP Sahel Niger, ici à Niamey, la gendarmerie, dans une perquisition là-bas, a découvert qu'il y avait des armes lourdes, des armes sophistiquées que moi, personnellement, quand j'ai vu les images, j'étais choqué. Et les Nigériens étaient aussi choqués que moi de voir ces armes-là, que ces armes-là existaient au Niger.
on se demandait qu'est-ce qu'on en faisait. Alors, vu qu'on a un problème de terrorisme, ces armes n'ont pas été utilisées pour combattre le terrorisme, mais bizarrement, comme le régime pro-français, pro-Macron est tombé, on découvre ces armes-là dans différentes maisons. Deux perquisitions menées par la police et la gendarmerie nationale qui auraient permis de saisir une importante quantité d'armes et de matériel militaire. Information confirmée par le gouverneur de la région de Niamey face à la presse ce vendredi. Le 19 février 2024, à partir de 17 h, des investigations ont été menées sur la base de renseignements et sur la base de ces renseignements et investigations, des forces de défense et de sécurité, des brigades de recherche ont saisi dans la ville de Niamey, plus précisément dans le quartier Plateau et Tchangarey, une importante quantité d'armes, de munitions et d'accessoires de guerre. 4 drones, 18 mallettes de transport et diverses pièces de rechange pour fusils, plusieurs milliers de munitions de divers calibres, mais aussi des dizaines de grenades, casques lourds, gilets pare-balles ou encore des béliers, entre autres matériels, qui auraient été saisis dans une villa de la banlieue de Niamey, anciennement occupée par des instructeurs français, mais aussi dans le bâtiment abritant les sièges de Cap Sahel dans la capitale nigérienne. Ni plus ni moins qu'un centre d'opération visant à déstabiliser le pays selon les autorités locales. Cette découverte de matériel de guerre dans ces villas, anciennement occupées par les militaires des forces françaises et par les agents du projet Cap Sahel, n'ont jamais renoncé à leur sinistre projet de déstabiliser notre pays. Selon les autorités nigériennes, les perquisitions menées ces 19 et 20 février auraient également permis de mettre la main sur de matériel de communication, de même que des cartes détaillées de la ville de Niamey ainsi que de nombreux axes stratégiques du pays. Pour le gouverneur de la capitale nigérienne, des recherches sont d'ores et déjà entreprises pour retrouver d'éventuels mercenaires infiltrés au Niger. Je rappelle que l'ancien président, le président déchu, avait cherché à s'évader à un moment. Et dans ce processus d'évasion-là, dans ces investigations, le CNSP a découvert encore, dans le même quartier où on avait découvert ces armes sophistiquées et modernes, avec ces cartes, on avait découvert qu'il y avait un complot qui était en train de se faire avec des mercenaires nigériens et des mercenaires, venus des autres pays pour aller attaquer la présidence et essayer de sortir le président Bazoum. Tout ça prouve que jusqu'à là, nous sommes toujours sous la menace de l'impérialisme. Et il faut que le CNSP reste sur ses gardes car nous avons besoin de cette sécurité. Donc la levée des sanctions va leur faciliter encore le fait de rentrer avec des armes et il faut que nous y remédions. Donc il faut renforcer la surveillance des frontières. Oui, il faut renforcer la surveillance des frontières. Je me rappelle encore une déclaration du capitaine Ibrahim Traoré, l'actuel chef d'État du Burkina Faso, qui disait, qui révélait en fait que lorsqu'il voulait acheter des armes, quand il commandait des armes, bah voilà, certaines puissances ne voulaient pas leur vendre des armes létales sous prétexte que bon, ça va causer la mort aux ennemis. Mais ce qui est curieux, c'est que finalement, on retrouve des armes toutes neuves comme vous venez de l'expliquer tout à l'heure, voilà, stocké quelque part au Niger. Je vais parler de la décision prise par, c'est-à-dire la levée des sanctions, comme on l'a dit tout à l'heure, par la CEDEAO, parce que finalement, c'est intervenu, je ne sais pas, juste quelques jours après qu'on ait découvert ces armes. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence? C'est-à-dire, on découvre les armes, ça fait du bruit, on se dit que ce sont des armes françaises, visiblement françaises, hein, lorsqu'on les voit. Après, bon, les enquêtes pourront nous dire peut-être le contraire, mais lorsqu'on regarde, ce sont des armes françaises. Et voilà, très vite après, bon, on a levé les sanctions. Est-ce que ce n'est pas non plus, ça n'a pas été une manière de dévier ou de désorienter l'opinion public pour que les gens ne se concentrent plus sur cette découverte des armes? Ben, il faut savoir que la France qui est en train de financer ce terrorisme-là,
ce qui est prouvé, hein, ce n'est pas des affirmations gratuites. Aujourd'hui, il suffit de taper sur le net, vous allez voir que la France est accusée, même par le biais de ses entreprises, de financer le terrorisme un peu partout dans le monde. Le cimentier français Lafarge va payer le prix de ses liaisons dangereuses en Syrie. L'entreprise, désormais sous la houlette du groupe suisse Holcim, a plaidé coupable aux États-Unis pour avoir aidé des groupes terroristes. Le montant de sa sanction financière s'élève à 778 millions de dollars. Lafarge est également toujours inculpé en France pour complicité de crimes contre l'humanité. L'entreprise est soupçonnée d'avoir versé en 2013 et 2014, via sa filiale syrienne, plusieurs millions d'euros à des groupes djihadistes, dont l'État islamique, afin de maintenir l'activité de sa cimenterie dans le pays. Donc, cette France-là qui soutient ce terrorisme ne peut pas, d'un seul coup, se réveiller un beau jour et nous donner des armes pour aller combattre le terrorisme. Non, mais plutôt celle-ci nous met des bâtons dans les roues à l'international quand on essaie d'acheter des armes. Et ça a été le discours du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Donc, au Niger, moi, je pense que c'est normal qu'il y ait cette levée des sanctions vu que la découverte des armes n'avait fait que commencer. Je pense que même actuellement, on va encore continuer à découvrir des armes, des complots contre le Niger. Et la levée des sanctions va leur permettre aussi à ces États de la CEDEAO, en collaboration avec leur chef qui est Macron, d'essayer de faire entrer encore plus d'armement pour essayer de déstabiliser le pays. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la France qui est en train de perdre du terrain est en train de se disperser en cantonade. Elle ne sait plus où mettre de la tête parce que les pays de la CEDEAO sur lesquels elle comptait n'arrivent plus aujourd'hui à satisfaire le besoin. Vu qu'il y a aussi la pression populaire dans ces pays, il ne faut pas l'oublier, même si les médias mainstream essayent quand même de cacher cela. La découverte des armes aujourd'hui est en train de montrer à quel point nous avons beaucoup avancé. Nous avons beaucoup évolué par rapport à cette lutte. Le fait que la France finance le terrorisme ne nous fait plus peur. Il faut voir que le franc CFA aussi est une monnaie qui contribue aujourd'hui à financer le terrorisme. Il y a des informations selon lesquelles les terroristes, j'ai eu des informations selon lesquelles les terroristes achetaient des bidons d'essence à 25 000 francs, 50 000 francs. Mais vous imaginez, c'est quelque chose d'inimaginable pour nous, les Nigériens, de payer du carburant à ce prix-là. Mais les terroristes ont la capacité de le faire et ils payent en liquide, en cash. Vous vous demandez d'où ils sortaient l'argent. Ça veut dire tout simplement que cette monnaie de singe qui nous est servie, comme nous ne la produisons pas, il y en a aussi qui se permettent de la produire en masse, en quantité, pour donner aux terroristes pour qu'ils puissent s'en servir aussi dans notre pays. Donc, c'est ce qui est en train de renforcer le terrorisme dans notre pays. Mais actuellement, avec l'arrivée des militaires, je pense qu'on est avec l'AES dans un processus de changement de ce paradigme-là, d'essayer de payer des armes au niveau de l'ex-URSS, l'Union soviétique, avec la La Russie Russie. aujourd'hui, qui accorde plus de facilité pour se procurer des armements. Avec la Turquie, avec l'Iran, on va avoir des armes qui vont nous permettre aujourd'hui d'être plus compétitifs sur le terrain, mais aussi d'essayer de sortir de cette zone CFA qui va nous permettre aujourd'hui d'amorcer un développement économique pour que la jeunesse puisse avoir du travail, pour qu'il y ait un minimum de stabilité dans nos pays, un minimum de stabilité économique dans nos pays pour que on puisse endiguer ce terrorisme. Parce que pour moi, la lutte contre le terrorisme n'est pas uniquement une lutte qu'on doit faire par les armes, mais c'est aussi un combat qui est de longue durée, un combat économique. Donc, il faut quitter la zone CFA parce que le CFA est aussi utilisé pour financer ce terrorisme-là. Nous allons passer à notre volet, mais avant, je disais tout à l'heure, l'armée française a quitté le Niger, ça fait quelques temps, mais curieusement, les Américains sont restés, la base américaine, qui d'ailleurs est en train d'être encore renforcée. Quelle est votre appréciation dans tout ça, puisque vous êtes quand même une des organisations, hein, Umoja Niger a toujours lutté contre la présence militaire étrangère au Niger. Quel est votre sentiment là-dessus? Bon, moi, je pense que ce sentiment est un peu ambivalent parce que actuellement, la base militaire américaine, c'est une base de drones. C'est vrai, les Américains sont là pour défendre leurs intérêts, il ne faut pas se voiler la face. Mais une chose est sûre,
nous ne voulons plus de militaires sur notre sol. Donc, le peuple nigérien est déjà en train de fustiger cette base, nous sommes en train de la dénoncer, et je pense qu'on n'a pas besoin de soldats étrangers sur notre territoire. Ce dont on a besoin, c'est d'être armés nous-mêmes et de pouvoir vaincre ce terrorisme-là, de pouvoir sécuriser notre territoire de manière autonome. Donc, nous n'avons pas besoin d'une base militaire américaine au Niger. Toutefois, il faut savoir que si c'est une base de drones, elle peut aussi beaucoup servir dans la lutte contre le terrorisme, vu qu'actuellement, nous ne sommes pas assez outillés pour pouvoir faire face à ce problème convenablement. Mais je pense que de manière plus objective, cette base militaire américaine doit aussi plier bagage. D'ailleurs, c'est dans les lois américaines que quand il y a un coup d'État dans un pays et que les États-Unis d'Amérique reconnaissent qu'il y a eu un coup d'État dans ce pays, les bases militaires américaines, les forces militaires américaines doivent plier bagage. Et les États-Unis d'Amérique ont reconnu officiellement qu'il y a un coup d'État au Niger, même s'ils ont envoyé un ambassadeur accrédité. Donc, je pense que la base militaire américaine doit plier bagage. Le problème qui se pose, c'est que les enjeux sont énormes. Et c'est pour ça que les Nigériens et les membres des États de l'AES doivent ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer. Ils doivent comprendre qu'actuellement, l'enjeu est tellement énorme que même les États-Unis d'Amérique se permettent de contourner leurs propres lois, leurs propres règles pour pouvoir rester au Niger. Le Niger est tellement stratégique qu'ils ne peuvent pas se permettre de l'abandonner comme ça. Et je pense que Est-ce c'est que aussi dans le même temps, pardon, l'occasion Lamine, de saisir. c'est quand même aussi, c'est l'OTAN, et qui dit l'OTAN, dit la France, dit les États-Unis, voilà. Et donc la présence de l'armée américaine n'est pas aussi différente de l'armée, de la présence de l'armée française au Niamey, c'est ça? Pour moi, il n'y a pas une grande différence. C'est vrai que nous n'avons pas aujourd'hui des preuves palpables et tangibles que l'armée américaine est en train d'organiser un complot contre notre pays, mais je pense qu'il serait plus prudent de se débarrasser de toutes ces bases militaires-là. On n'a plus besoin de militaires étrangers. De la même manière qu'on s'est mis dehors, qu'on a marché, qu'on a scandé les drapeaux du Niger, qu'on a scandé les drapeaux de l'AES, qu'on a soutenu nos chefs d'État, qu'on a soutenu les coups d'État qui ont eu lieu et qu'on a mis dehors les bases militaires françaises, il faut aussi que toutes les autres bases déguerpissent de notre territoire. Ça, c'est très important. La souveraineté, il faut la mériter. Donc, si aujourd'hui on veut se réclamer souverain, il faut faire partir des bases militaires. À ma connaissance, il n'y a pas de base militaire nigérienne aux États-Unis d'Amérique. Et même dans 100 ans, je ne pense pas que cela va arriver parce qu'ils ne vont jamais l'accepter. Et à ma connaissance aussi, il n'y a pas de militaires nigériens qui sont en France. Donc aujourd'hui, nous sommes ceux qui connaissent le mieux leur territoire. Nous sommes ceux qui aiment le mieux leur pays. Nous sommes les mieux habilités, les plus habilités à défendre notre propre pays. Donc, je pense que la base militaire américaine doit aussi plier bagage. Et d'ailleurs, le CNSP avait annoncé une révision des accords. Je ne sais pas pourquoi il parle de révision des accords, mais il faut être catégorique. Cette base militaire aussi doit déguerpir tout simplement. Oui, mais dans le même temps, il ne faut pas non plus exclure un partenariat avec des grandes puissances, dans le cadre toujours, comme vous l'avez dit d'ailleurs, dans la lutte contre le terrorisme. On a toujours besoin d'un plus fort pour être accompagné. Et donc, si ces bases peuvent vous accompagner dans la lutte contre le terrorisme, ben, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse, voilà, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais bref, on va passer donc au dernier volet de notre entretien aujourd'hui. Il va porter sur les droits de l'homme. Au Exactement. premier plan de la lutte contre le régime Bazoum et contre la présence militaire, tout à l'heure vous l'avez rappelé, figurait également votre mouvement Umoja Niger, dont le leader, malheureusement, Gibriki Abdul Razak, est en prison depuis là, depuis sous le régime Bazoum, curieusement. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que 7 mois après le renversement du régime Bazoum, parce que quelqu'un nous disait une des caractéristiques de changement de régime, c'est aussi la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion qui ont été arrêtés sous le régime qu'on venait de mettre dehors.
Qu'est-ce qui peut expliquer que 7 mois après le changement de régime, que les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion demeurent encore en prison au Niger? C'est la question que nous tous, on se pose ici au Niger. Nous avons fait du panafricanisme au Niger notre priorité. Et cela, depuis les années 2010, 2011, les Abdulrazak Jibriki étaient sur le terrain. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'incompréhension se pose parce que nous ne comprenons pas pourquoi, 8 mois après, le CNSP n'a pas encore libéré les prisonniers politiques. On se pose la question de comprendre comment se fait-il que les prisonniers politiques qui, après un coup d'État, selon la logique, sont les premières personnes qu'il faut libérer, sont aujourd'hui encore en prison. Et de surcroît des panafricanistes qui sont emprisonnés aujourd'hui à cause de leur lutte panafricaine. Je pense que le CNSP se réclame aussi panafricaniste, se réclame aujourd'hui d'obédience panafricaine. Donc, pourquoi laisser croupir, pourrir en prison les leaders panafricains qui se sont battus pour ce même panafricanisme et qui ont été emprisonnés de manière injuste pour ce panafricanisme? Je rappelle que Abdulrazak Jibriki faisait partie d'un mouvement dénommé Madina Africa avec 3 autres présidents de partis politiques fondateurs de ce mouvement qui ont été enlevés d'abord et après ils ont été repartis dans les différentes prisons. Je rappelle qu'aussi aujourd'hui, jusqu'à nos jours, ils n'ont pas été reçus par un juge. Donc la détention est Donc ça veut dire purement que, et pardon, simplement depuis qu'ils ont, illégale. depuis qu'ils ont été arrêtés, ils n'ont jamais été présentés devant un juge, c'est ça? Ils n'ont pas été jugés. Et quelqu'un qui n'a pas été jugé, ça veut dire qu'il est détenu illégalement. Et aujourd'hui, l'incompréhension se pose parce que le CNSP ne veut pas se prononcer sur cette question. Le CNSP n'a pas jugé utile de libérer ses prisonniers politiques. On se pose la question, en quoi est-ce que ces leaders révolutionnaires, ces leaders panafricanistes qui étaient prêts à sacrifier leur vie au temps de l'ancien régime pour défendre cette cause noble qu'est le panafricanisme, sont dangereux pour la révolution nigérienne? En quoi peuvent-ils être dangereux pour la révolution nigérienne? C'est des gens qu'on devait exploiter aujourd'hui. On a besoin de leur expérience, on a besoin de leur courage, on a besoin de leur présence pour pouvoir encore affirmer, réclamer et puis conquérir la souveraineté de nos États, de notre très cher pays, le Niger. Donc le CNSP doit se prononcer sur cette question. Le CNSP doit pouvoir libérer les prisonniers politiques car l'incompréhension se pose vraiment. Les panafricanistes qui sont prêts à faire le combat aujourd'hui, le grand sacrifice, sont en prison. Donc, avec qui on va faire le combat idéologique? Sur qui va-t-on se baser? Je rappelle que le CNSP est purement militaire et que les militaires sont des hommes de terrain, comme on le sait tous, et que ces hommes ont besoin de personnes qui vont les aider aussi à théoriser un certain nombre de choses. Des gens qui vont les aider aussi à la réflexion politique, idéologique, sociale. Donc, des personnes qui sont aguerries dans le combat panafricaniste et qui connaissent le terrain. Donc, actuellement, j'en appelle au CNSP, il faut qu'il pense à sortir ces personnes de prison. La détention illégale a trop duré, le peuple se pose des questions, on a vraiment besoin de la présence de ces personnes pour pouvoir endiguer un certain nombre de problèmes. Je pense que cela aussi va fortifier la position du CNSP et va encore leur donner encore plus de légitimité par rapport au peuple et conforter leur situation par rapport au peuple qui a déjà aujourd'hui commencé à se poser des questions. Je rappelle que les jeunes comme moi sont en train de parler dans les couloirs. Hein. Ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ceci? Je rappelle qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Avec du vieux. L'ancienne génération, elle a échoué. Aujourd'hui, il y a eu un coup d'État, elle s'est ouvert une faille. Et cette faille, la jeunesse veut l'exploiter. Mais on ne peut pas mettre à l'écart la jeunesse, vu que l'écrasante majorité des leaders d'opinion, des leaders politiques qui sont enfermés aujourd'hui sont des jeunes. Donc, il faut qu'on leur fasse de la place. Voilà, alors on va revenir tout à l'heure sur ce que vous venez de rappeler. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais pendant qu'on parle des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, parce qu'il y en a finalement beaucoup au Niger, d'autres datant d'ailleurs sous Issoufou jusqu'à Bazoum.
Est-ce qu'on a déjà posé la question, est-ce que vous avez déjà mis cette question sur la table? Cette question, elle a toujours été d'actualité pour nous. Depuis le coup d'État, je rappelle une chose. Nous étions les premières personnes à sortir soutenir le CNSP par rapport au coup d'État qu'il avait fait. Donc, si, en ce moment, on n'était même pas sûr que le coup d'État était consommé, si le président Bazoum était revenu, mais nous, je dirais qu'on était vraiment mal barrés Vous serez déjà parce en qu'en exil. ce moment, nous, on avait pris le risque de soutenir le CNSP, de soutenir ce coup d'État qui n'était même pas effectif de manière officielle. On était aux premières marches, on avait fait des vidéos de soutien, on avait fait des posts de soutien sur les réseaux sociaux. Et la première des choses qu'on avait réclamé au CNSP, c'était de libérer nos leaders. Malheureusement, silence radio actuellement. Et je pense que les droits de l'homme sont violés parce que ces personnes sont détenues illégalement dans des conditions que tout le monde connaît au Niger, dans les prisons, comment ça marche. Donc, je pense qu'il faut qu'ils pensent à cette question. Nous avions pris Oui, mais beaucoup de qu'est-ce qui, risques. pardon Lamine, pardon Lamine. Que disent les Oui, autorités à ce sujet-là? Est-ce qu'ils se sont déjà les exprimés autorités sur la ont question? énoncé ce sujet très vaguement. Je me rappelle, le Premier ministre avait donné une conférence de presse et les journalistes avaient posé la question de savoir qu'en est-il des prisonniers politiques. Et la réponse était vague parce que le Premier ministre avait dit que ils étaient en train de réfléchir à cela et que, il y aura des réponses très bientôt. Et le bientôt a duré des mois aujourd'hui. Nous n'avons plus rien entendu de cette question. Le CNSP ne s'est pas prononcé, personne ne veut en parler. Il n'y a que sur les réseaux sociaux que nous essayons de poser cette question, de mettre le problème sur la table, mais apparemment, il y a une sourde oreille qui est en train de se perdre par rapport à cette question. Et c'est pour ça que je rappelle toujours, Oui. on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas faire du Oui, neuf on avec ne du peut vieux. pas faire On doit du avoir neuf, les pardon. anciennetés On peut pas faire du qui neuf sont en avec train de du revenir. vieux. Je vous ai dit tout à l'heure, on va y revenir. Mais je voudrais que vous nous disiez comment interprétez-vous cette sourde oreille des autorités du Niger face à la question, bien sûr, des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Que craignent-ils concrètement, selon vous? C'est ça le dilemme. On se pose la question de savoir en quoi ces leaders sont un danger pour la révolution nigérienne. Donc, nous pensons qu'en réalité, le CNSP est en train de remettre en cause sa bonne foi. Il faut que le CNSP se prononce sur cette question. Il faut libérer ces prisonniers politiques. Donc, parce que si aujourd'hui, ceux qui ont fait le réel combat avant l'arrivée du CNSP sont en prison, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, on peut remettre en cause aujourd'hui la bonne foi de ces autorités là par rapport à un certain nombre de questions. Je rappelle que le peuple nigérien a fait fi de tout ce qui est passé, de tout ce qui était des faits passés. Le peuple nigérien a affirmé son envie d'être souverain, d'être totalement indépendant. Donc, je pense que le peuple aussi a fourni beaucoup d'efforts en fermant les yeux sur un certain nombre de choses. Mais le CNSP aujourd'hui se cantonne à garder toujours ces prisonniers-là, à garder toujours ces personnes-là en prison. Et cela est inacceptable. Donc moi, je pense que si le CNSP continue à garder ses prisonniers politiques en prison, ça risque de causer d'autres problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, hein, moi je suis jeune et je vous dis, en fréquentant beaucoup de jeunes, ils se posent la question de la sincérité même du CNSP, ce qui ne devait pas arriver. Non seulement il y a peu de communication, et encore, il y a des leaders d'opinion que tout le monde connaît et qui sont toujours en prison, avec lesquels on peut toutefois travailler. Donc, pourquoi encore les garder en prison? Les jeunes se posent des questions et cela risque de devenir un problème sérieux à l'avenir. Parce que c'est la légitimité même du CNSP aujourd'hui qui est mise sur la table, accompagnée d'un certain nombre de faits, bien sûr. Ok. Alors donc les questions, vous avez dit, les jeunes se posent des questions, des questions tout à fait légitimes en plus. Alors vous avez insisté sur la sincérité du CNSP, vous avez insisté sur, et vous l'avez rappelé, je crois, 2 fois ou 3 fois, qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux.
Je ne sais pas comment comprendre ça. Est-ce que vous pouvez être un peu beaucoup plus précis là-dessus? De quoi parlez-vous? À quoi faites-vous allusion? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement le CNSP qui est arrivé est en train de vouloir restaurer, disons, de remettre toute la batterie des gens qui ont travaillé avec Bazoum à leur côté en fait, pour vous, il semblerait que finalement, c'est la Je continuité rappelle que du régime Bazoum, mais sous une autre, voilà, sous un autre visage. le CNSP a intérêt à communiquer avec le peuple nigérien. Le CNSP, deuxièmement, a intérêt à être clair avec le peuple nigérien. Le CNSP a intérêt à respecter ce que le peuple nigérien aujourd'hui veut. Parce que nous pensons qu'il est venu pour représenter ce peuple valablement. Et donc, il doit écouter le peuple nigérien. Donc, la jeunesse est en train de faire des réclamations. La jeunesse ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Nous remarquons aujourd'hui, malgré l'arrivée du CNSP, malgré le vent de changement qui souffle, nous remarquons un certain nombre de choses qui nous déplaisent beaucoup. C'est-à-dire que il y a des anciennes têtes, des vilaines têtes que tout le monde connaît. Des gens qui ont été corrompus, qui ont détourné, Oui, qui ont... oui, oui. Des gens qui sont corrompus, des gens qui ont été trempés dans plusieurs affaires. Il y en a qui sont libres, il y en a aujourd'hui qui sont revenus sur la scène. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il y a des jeunes compétents, il y a des personnes clean, des personnes qui n'ont jamais été trempées dans quoi que ce soit. Comme même actuellement, il y en a dans le gouvernement. Mais on doit aujourd'hui remodeler ce système. On doit remodeler ce système. Il faut arrêter de ramener des personnes à la retraite. Il faut donner la place aux jeunes. Je rappelle que ces mêmes personnes qui ont détruit ce pays pendant 40 années de politique machiavélique, de politique de corruption, ces mêmes personnes, c'est parce qu'elles ont eu leur chance. C'est parce que quand elles étaient jeunes, on leur a donné une place sur la scène. Donc aujourd'hui, la place revient aux jeunes parce que ce sont les jeunes qui sont sortis soutenir le CNSP. Donc il faut que le CNSP comprenne que cela est un enjeu majeur à l'interne. Je donne un exemple pour faire une étude comparative. Regardez les États du Mali et du Burkina Faso. À l'interne, ce qui est en train de se passer est totalement différent de ce qui est en train de se passer au Niger. C'est vrai, les contextes diffèrent, mais nous avons tous une population très jeune. Au Burkina Faso, la jeunesse est mise en avant. Au Mali, c'est le cas. Et d'ailleurs, ils sont aussi en train d'investir dans le pays pour pouvoir lancer un certain nombre sur un certain nombre de plans, un certain nombre de réformes. Mais au Niger, on voit qu'il y a beaucoup d'anciennes têtes qui sont en train de revenir. La jeunesse ne doit pas être mise à l'écart. Cela est inadmissible. Actuellement, le CNSP doit penser au fait que nous sommes en train d'aller dans une logique de fédération avec la confédération qui vient de se créer. Et si on parle dans une logique de fédération, il va falloir être compétitif parce que sinon, nous allons nous faire engloutir aussi. Nous allons nous faire avaler par les autres États. Il faut aussi que je rappelle une chose. Le, le, le- le- la refondation que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui, il devait y avoir un dialogue national. Il devait y avoir, il devait y avoir un forum. Il devait y avoir des échanges entre les peuples nigériens. Mais aujourd'hui, le dialogue sur la refondation, Mais au nous fait, n'entendons pendant plus que vous parler de parlez, cela. pardon, Lamine Maïga, pendant que vous parlez des réformes, du dialogue, des Oui. forums, qu'en est-il du chronogramme de la transition? Est-ce qu'aujourd'hui Effectivement, les je voulais Nigériens en venir. savent concrètement jusqu'à quand courira, bien entendu, s'il faut appeler ça un mandat, de la transition, à quand les élections? Est-ce que vous avez déjà eu l'idée sur tout ça? On n'en a aucune. On n'a aucune idée sur la durée de la transition. D'ailleurs, moi, pour moi, la durée de la transition n'est pas importante dans la mesure où, bon, n'est pas importante parce que cela doit être conditionné, si le CNSP se met dans la lancée des objectifs du peuple nigérien à 100%.
Donc, actuellement, on a d'autres préoccupations, on a plus de problèmes préoccupants que cela. Mais je rappelle que le CNSP doit aujourd'hui sortir et clarifier sa position sur cela. On doit avoir une feuille de route. Les discours ne peuvent pas nous servir de feuille de route. On a besoin de quelque chose de clair. On a besoin de savoir où est-ce que l'on va exactement. La refondation ne va pas se faire avec des décisions prises sur un coup de tête, avec des décisions prises selon les situations. C'est vrai, il faut s'adapter à la situation, mais il faut d'abord définir un agenda clair que le peuple peut consulter, que le peuple peut aujourd'hui prendre, brandir et dire, mais voilà ce que le CNSP nous propose, nous en sommes fiers, tel parti nous sommes d'accord, tel parti nous ne sommes pas d'accord, il faut réformer telle chose, il faut réformer tel domaine, il faut réformer tel parti. Et c'est cela que le CNSP n'a pas pris le temps de faire. Et je pense qu'actuellement, le peuple a soif. Il a soif de souveraineté. Donc, le CNSP doit se pencher sur cette question parce que le processus de refondation ne va pas se faire de cette manière. Il faut qu'on sache qu'est-ce que la transition aujourd'hui en question s'est fixé comme objectif. Il faut qu'il y ait un programme. Il faut qu'on sache où est-ce que l'on va concrètement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Lamine Maïga. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Ce que j'ai compris, c'est que vous voulez que, c'est ce que vous souhaitez d'ailleurs, que le CNSP se prononce clairement, honnêtement sur ses objectifs et qu'ils se mettent aussi à écouter, bien entendu, la population nigérienne qui l'accompagne dans son aventure. Alors, je vais vous laisser quelques 2 secondes hein, pour conclure, bien entendu, probablement que vous avez une préoccupation dont je n'ai pas posé la question. Donc, je vais rappeler une chose pour conclure. Le Niger, gérer un État, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de compliqué. Nous comprenons la situation dans laquelle se trouve le CNSP, le dilemme dans lequel se trouve le CNSP, la pression sous laquelle se trouve le CNSP. Mais il faut que le CNSP comprenne aussi que cette même pression est exercée sur le peuple nigérien. Il faut que le CNSP se prononce clairement, de manière claire et objective sur un certain nombre de questions. Il faut que le CNSP consulte plus le peuple nigérien. Il faut que le CNSP libère les prisonniers politiques. Il faut que le CNSP agisse au nom de la jeunesse nigérienne. Il faut que le CNSP pose les bonnes questions à la jeunesse nigérienne et écoute la jeunesse nigérienne par rapport à ce qu'elle dit. Je pense qu'actuellement, nous avons amorcé nous avons pris un chemin de non-retour. Donc, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et il ne faut pas que ça casse, il faut que ça passe. Vu qu'actuellement, nous sommes dans une alliance qui nous arrange avec le Mali, le Burkina Faso et notre très cher pays, le Niger, nous avons les mêmes peuples, nous avons les mêmes aspirations, nous avons les mêmes objectifs et ensemble, on peut faire des miracles comme on a déjà commencé à en faire. Donc, le CNSP doit écouter la jeunesse nigérienne. Nous l'encourageons, mais nous ne sommes pas là aussi dans l'objectif de faire du suivisme aveugle, comme on le voit aujourd'hui. Nous ne sommes pas là dans l'objectif de faire de la propagande. Le panafricanisme, ce n'est pas cela. Le panafricanisme, c'est plus l'accompagnement de manière objective pour un développement de nos États. Donc, actuellement, s'il y a des problèmes, nous, notre objectivité, notre honnêteté intellectuelle ne nous permet pas de nous taire sur ces faits. Donc, nous allons sortir et dire notre opinion. Nous allons exprimer notre désaveu par rapport à un certain nombre de choses. Nous allons aussi proposer au CNSP et c'est comme ça que nous allons consolider, avancer et plus réussir cette révolution. En tout cas, merci Lamine Maïga. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Ligue panafricaine au Niger. Tout ce que nous souhaitons évidemment au peuple nigérien, c'est d'être beaucoup plus prudent, que surtout les gens ne s'endorment pas sur la levée d'une partie des sanctions tant que la CEDEAO ne se serait pas ou ne se prononcera pas officiellement sur l'abandon de l'intervention militaire au Niger. Surtout, ne pas tomber dans ce piège. En tout cas, une fois de plus, merci, mesdames, messieurs, de nous avoir fait confiance. Comme d'habitude, les petits gestes, en tout cas, ne manquez jamais de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir partagé massivement cette interview. Vous nous aiderez évidemment à couvrir à une plus large audience, bien entendu, et à parfaire notre référencement. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.